Bienvenue dans le podcast Congo Lobby Lelo, un podcast consacré aux enjeux et défis congolais et africains contemporains. Nous vous proposons des conversations ambitieuses intellectuellement, responsables politiquement et pertinentes socialement, pour réinventer notre avenir. Ingeta. Demain le Congo. Demain le Congo est une série de conversations autour de la réinvention du Congo-Kinshasa avec Jean-Pierre Mbelou, abbé et analyste politique. Alors, on a beaucoup parlé de néolibéralisme, de capitalisme et de néocolonialisme. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les Congolais et Africains sont assez armés intellectuellement pour analyser et constater les mensonges et les chaos qui se cachent, en fait, et qui sont diffusés derrière ces idéologies? Mais malgré tout, ce sont des idéologies qui continuent de faire leur chemin dans le cœur et dans l'esprit de nombre d'entre nous. Césaire disait les colonisés savent qu'ils ont un avantage, ils savent que leurs maîtres provisoires mentent, donc que leurs maîtres sont faibles. Mais apparemment, savoir ne suffit pas. Comment transforme-t-on le savoir justement au pouvoir organisationnel pour remporter la bataille des idées? Ah voilà. Savoir n'est rien, dirait Martin Gray, si ce que vous savez ne devient pas votre sang. Donc ce savoir-là doit pouvoir se transformer en notre sang. C'est-à-dire, il doit pouvoir animer nos luttes. Quand on connaît l'autre, ses stratégies, ses tactiques, ses méthodes de lutte, on organise la connaissance de soi, les contre-stratégies, les contre-tactiques et ses propres méthodes de lutte. Donc, il y a un travail de conceptualisation, de stratégie, des méthodes et des tactiques qui doit être fait. Et que ce soit du point de vue des stratégies ou des méthodes ou des tactiques, ils peuvent nous instruire positivement. Même si ce qu'ils ont conçu l'a été à notre rencontre, nous pouvons en tenir. Quand on lit par exemple le livre de Genet Sharp intitulé de la dictature à la démocratie, il y a des éléments positifs dont les luttants peuvent s'emparer pour pouvoir mener leur lutte et remporter certaines victoires. Mais quand on mène sa lutte, on doit pouvoir y intégrer ce qu'on a accumulé comme savoir et connaissance. Et là, je peux recourir à certains adages de notre langue. Donc, quand on mange avec quelqu'un qui est avare, on finira par lui laisser quelque chose. C'est-à-dire, dans l'approche de l'autre, quand on le connaît, on peut, au lieu de l'affronter par exemple en face, l'affronter en faisant un détour. Donc, c'est question que la maîtrise de la connaissance de l'autre, de ses stratégies, de ses techniques et de ses tactiques, nous conduisent à en produire des contres. Non. Mais là, la question est tellement sérieuse qu'il faut prendre un peu de temps pour y répondre. Comment, je vais partir des exemples. Comment ceux qui sont en face travaillent-ils? Nous avons dit le fait qu'ils ont des lieux de savoir, les think tanks. Et ces lieux de savoir conçoivent les idées depuis des années et les diffusent.
certaines de ces idées s'imposent comme paradigme. Nos lieux de savoir à nous doivent pouvoir produire d'autres paradigmes ou des contre-paradigmes. Aujourd'hui, le paradigme néolibéral s'impose contre vent et marée. On vous dit, il n'y a pas d'alternative. Il faudrait que nos paradigmes à nous disent, non, c'est faux. Il y a des alternatives. Hugo Chavez avait trouvé une alternative. Evo Morales a trouvé une alternative. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Si nous voulons bien nous organiser et nous devons pouvoir cibler quelques domaines. Ce sont des propositions que je fais. Le domaine de l'économie. Comment devenir souverain économiquement? L'une des idées que l'on pourrait reconduire économiquement, c'est celle de la nationalisation des entreprises publiques. Nationaliser et protéger. Pourquoi? Quand vous étudiez l'histoire de nos adversaires en face, vous vous rendez compte qu'avant de libéraliser, ils ont commencé par nationaliser, par protéger. Donc, on peut leur dire, en partant de leur histoire, mais messieurs, regardez, vous lisez ça, pourquoi voulez-vous nous précipiter, nous, dans la libéralisation, sans que nous ayons commencé par nationaliser? Donc, nationaliser, et Evo Morales l'a fait en Bolivie. Les entreprises boliviennes, aujourd'hui, sur la production, quand elles travaillent avec les entreprises privées, quand ils produisent par exemple 100% de matières premières ou de valeur ajoutée, la Bolivie prend 82 et leur laisse 18. Voilà comment travaille une idée de nationalisation et de protectionnisme réussi. Pourquoi? Parce que l'une des idées que Morales évoque, c'est que la terre-mère appartient à la Bolivie et non aux multinationales. Vous ne pouvez pas utiliser notre terre et prendre plus de pourcentage que nous, les propriétaires. Donc vous voyez, l'économie. L'une des idées à mettre en place, nationalisation, protectionnisme. Les idées rejetées par le néolibéralisme ou l'ultralibéralisme parce que parce que lui veut faire du monde un marché ouvert sans plus. Économie. Une deuxième idée, l'idée de la sécurité. Comment organiser la sécurité de façon que le Congo ne puisse pas être laissé à la merci du premier venu. Là, en dehors de l'armée, d'une armée républicaine, moi je plaide pour les collectifs d'autodéfense. Dans chaque coin du pays, comme nous avons ce que nous avons comme richesse potentielle que nous n'arrivons pas encore à transformer en richesse réelle, il est important que nous puissions occuper utilement notre pays à partir des fins fonds de nos villages jusque dans nos villes. Et à ce niveau-là, l'une des façons de nous sécuriser, c'est de faire de nos collectifs citoyens des collectifs d'autodéfense. Donc, que ce soit des lieux où les jeunes gens, les vieux, les mamans et ainsi de suite apprennent à exercer l'autodéfense populaire. Que la notion de l'autodéfense devienne populaire. Ça, c'est la sécurité. Une troisième idée, c'est la culture. Donc, pour moi, ces trois domaines sont importants si nous voulons réorganiser un État digne de ce nom. Il doit pouvoir exercer ses compétences régaliennes dans ces trois domaines. La culture, voir, faire un état des lieux de nos écoles, de nos universités et de nos églises. Parce que ce sont l'école est un médium de la culture. L'église
est un médium de la culture. L'université est un médium de la culture. Faisons l'état des lieux de nos médiums de culture, de nos médias de culture. Qu'est-ce qu'on y enseigne? Quel est le message qu'on y transmet? Qui peut enseigner dans nos écoles, dans nos églises, dans nos universités? Qu'est-ce qu'on y a enseigné jusqu'à présent? Donc, faire l'état des lieux nous conduirait, entre autres, à une révolution, pas nécessairement semblable à celle de Mao, mais une révolution culturelle qui met au cœur de l'école et de l'université le Congo et l'Afrique. Ce qu'on apprend, ce qu'on étudie, que ça soit prioritairement centré sur l'Antiquité africaine, l'Antiquité congolaise, le Moyen-Âge, l'époque contemporaine. Donc que ça soit beaucoup plus recentré sur l'Afrique et le Congo. Et que, même s'il nous arrive d'apprendre ce que les autres ont produit, que ce soit à partir des questions que nous nous posons en tant qu'Africains, en tant que Congolais. Donc, on peut aller plus loin dans cette organisation. Donc, trois domaines importants: la culture, la défense, sécurité et l'économie. Voir aussi, à partir de ces trois niveaux, trois domaines, comment nouer un partenariat géostratégique avec les pays qui y ont réussi. Et là, je recommande encore une fois Michel Colomb dans son livre Les 7 péchés d'Hugo Chavez. En étudiant ces 7 péchés, on voit comment on peut s'organiser pour se tirer d'affaire, comme le Venezuela d'Hugo Chavez l'a fait pendant plus de 10 ans. Et il risque encore de le faire pendant longtemps. Dans son livre « La thèse du complot contre l'Afrique », le professeur Follé Ndianitokwa nous suggère ceci en disant « Chacun de nous peut agir et influencer positivement le cours de l'histoire africaine en luttant activement, suivant ses compétences et ses moyens, contre ceux qui complotent contre l'Afrique. Mais il faut pour cela unir les efforts pour construire ensemble un nouveau visage du monde et une Afrique nouvelle où la paix, la justice et le bien-être vont régner pour le bonheur de tous. Aujourd'hui, le seul combat qui vaille la peine est celui de susciter partout la prise de conscience des difficultés devant lesquelles se trouvent les Africains. » Qu'est-ce que cette prise de conscience individuelle d'abord et collective ensuite exige de nous en fin de compte? Parce que vous nous avez nous expliqué qu'en fait, c'est au niveau des institutions qu'on doit refonder le Congo, au niveau de l'école, par exemple, de l'université, de l'église. Mais en tant qu'individu, qu'est-ce que ça exige de nous? Parce qu'on pourrait tout remettre aux institutions. Non. On doit, les institutions travaillent à la recréation de la conscience, à l'enrichissement de la connaissance. Les institutions ne valent que dans la mesure où elles sont capables de nous produire un autre Congolais. Parce que ce qu'il faut changer en profondeur, c'est le Congolais et la Congolaise. Donc, l'école, l'université et l'église doivent servir d'institutions qui doivent aider le Congo à renaître en mettant au monde un autre Congolais. Donc, pour parler platement, c'est à partir de l'école, de l'université et des églises qu'on peut travailler au changement des mentalités pour qu'un autre Congo, un autre Congolais, une autre Congolaise renaisse. Et là, je ferai allusion au livre de l'un de nos compatriotes intitulé « Le Congo malade de ses hommes ». Donc ce sont les hommes et les femmes congolaises qui sont majoritairement malades, qu'il faut guérir. Il y a des pathologies
dont nous devons pouvoir être guéris. Nous avons besoin des thérapies collectives imaginées par l'école, par l'université, par l'Église. Nous avons besoin de passer par ces institutions-là, reconçues par nous, pour pouvoir guérir des pathologies dans lesquelles plusieurs d'entre nous se retrouvent aujourd'hui. L'une de ces pathologies, c'est le darwinisme. On arrive à encenser ses propres bourreaux. Donc on est tombé sur sa tête. Donc comment guérir de ces pathologies pour pouvoir recréer un nouveau pays qui rompe avec l'ancien qui n'a produit rien de consistant jusqu'à présent. Alors, Achibembe, en rapport avec ce que vous venez de dire, il parle de nous constituer en force propre. Il dit que c'est la condition pour nous ici à hauteur des autres. Ce qu'il entend, lui, par ici à hauteur des autres, c'est réduire leur capacité de nuisance par rapport à nous. C'est aussi baisser le prix que nous payons pour notre subordination. Comment, justement, on se constitue en force propre, mais à la fois mentalement, mais aussi culturellement, économiquement, et pour le dire autrement, en fait, comment procéder pour que derrière chaque Congolais, chaque Africain, il y ait un pouvoir, comme aujourd'hui il y a un pouvoir derrière chaque Chinois, dans le sens où aujourd'hui, parce qu'il y a une puissance économique, on peut pas traiter le Chinois n'importe comment dehors. Nous articuler avec nos institutions, c'est-à-dire quoi? Être ensemble en tant qu'Africains devrait, par exemple, nous conduire à mieux organiser le panafricanisme des peuples. Et là, politiquement, nous n'avons pas nécessairement besoin de trop tenir aux frontières héritées de la colonisation. Il y a moyen que nous puissions nous en servir pour créer des fédérations qui permettent aux Africains d'avancer dans le sens du panafricanisme des peuples. Donc, créer des grandes fédérations que nous pouvons aussi appeler espaces de sécurité, mais que nous en soyons nous-mêmes les initiateurs. La difficulté que nous avons aujourd'hui, par exemple, quand on parle des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est que on reconduit le rêve de Cécile Rhodes avec la maîtrise de la géographie du Grand Rift. Les héritiers de Cécile Rhodes voudraient avoir une communauté de l'Afrique de l'Ouest qui leur appartienne. Nous avons la responsabilité de pouvoir créer des espaces de sécurité, des fédérations sécuritaires qui aillent au-delà des frontières imposées par la colonisation. Donc, on peut par exemple faire de la SADC une fédération. Donc, nous, on se retrouve dans une fédération chapeautée par un commissaire, ou je ne sais pas comment on pourrait le nommer, mais au sein de laquelle on retrouve le Congo, l'Afrique du Sud, l'Angola, et ainsi de suite. Alors, et au sein de cette fédération-là, les frontières sont poreuses. On peut passer, les Congolais peuvent passer sans visa du Congo à l'Angola, parce que vous avez à nos frontières les mêmes familles qui appartiennent et au Congo et à l'Angola, les mêmes familles qui appartiennent et au Rwanda et au Congo, les mêmes familles qui appartiennent et au Burundi et au Congo. Donc nous avons intérêt à pouvoir créer des fédérations africaines qui soient à la fois des espaces de sécurité, ou, pour le dire autrement, des espaces de sécurisation mutuelle. Là, on va au-delà de ce qui, de temps en temps, est instrumentalisé. L'ethnie, la religion, l'appartenance politique. Ça, c'est un de deux. Donc, c'est important que le panafricanisme de peuple puisse être soutenu par une orientation politique qui aille dans le sens
de la création des grands espaces de sécurité dans le sens de la création des fédérations. Mais des fédérations que nous-mêmes nous inventons. Alors, si nous faisons cela, nous ouvrons les espaces politiques, mais nous ouvrons aussi les espaces économiques. Nous ouvrons les espaces économiques fédérés. Pourquoi? Parce que dans le monde tel qu'il est en train de fonctionner aujourd'hui, le petit Congo ne peut rien contre la Chine. Donc la Chine, c'est une mastodonte. Si nous voulons être forts de notre propre force, nous devons pouvoir travailler à partir de nos fédérations pour faire face. Mais finalement, ces fédérations peuvent se constituer en une Afrique reconfigurée à partir de ces fédérations. Je rêve. On peut avoir un président africain. Donc, le président de toutes les fédérations, qui permet à l'Afrique de faire face aux autres grands ensembles. Parce que la Chine aujourd'hui, c'est 1,5 milliard d'habitants. L'Inde, c'est 1 milliard. 1 milliard. Donc, mais le Congo, c'est 70 millions. C'est de la folie. Vous ne savez pas faire face à ces grands pays, et l'Inde ne travaille pas seule. L'Inde, dans le BRICS, on retrouve le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mais quand vous comptabilisez, vous faites la sommation du nombre d'habitants de l'espace que les BRICS représentent, le Congo ne peut pas faire face. Alors on pourrait avoir une fédération africaine ayant un représentant, il serait là pour 5 ans, ça serait une représentation tournante, ce qui permettrait à l'Afrique de devenir une force face aux grands ensembles. Tel que nous nous y prenons maintenant, nous risquons de ne pas nous tirer d'affaire. Pourquoi? Parce que les grands ensembles ont tendance à écraser les petits. Donc, nous avons intérêt en tant qu'Africains, à un certain moment, de pouvoir nous unir, c'est ce que disait déjà Kwame Nkrumah. L'Afrique doit s'unir. C'est un impératif catégorique. Nous devons pouvoir y répondre. Là, nous pourrons parler et être forts à partir de notre organisation à la fois politique, économique, culturelle, etc. Alors, on va se poser la question du nerf de la guerre, de l'argent, parce que dans toute cette dynamique qui se crée, alors l'un des arguments qui est trouvé sur le fait que ça ne dure pas, c'est la question de l'argent. Et vous avez un autre regard sur ce nerf de la guerre. Vous dites que une identité forte, des valeurs partagées par le plus grand nombre et une idéologie unifiée sont les 3 éléments qui constituent pour vous le nerf de la guerre des idées que nous devons remporter pour renverser le rapport de force. Vous estimez que c'est plus important que l'argent. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Regardez, le petit Cuba. Le Cuba avait quel argent pour pouvoir résister contre les États-Unis? La richesse du Cuba, c'était la tête. C'est les amis qui se sont retrouvés autour de Fidel Castro. Même s'ils ont fait la guérilla, mais aujourd'hui, ce qui fait la fierté du Cuba, c'est sa résistance morale, son attachement aux idées. Comment voulez-vous expliquer qu'un petit pays de 12 millions d'habitants, à ce moment-là, quand il faisait encore face aux grands voisins, ça devrait être moins, et résister pendant plus de 50 ans, sans des richesses particulières. Le Cuba est l'un des pays qui nous apprend que la grande richesse de l'homme, c'est d'abord sa force morale, ses idées. Donc, si on n'est pas fort de ce point de vue-là, on peut avoir tout l'argent du monde, on ne saura pas résister. Voilà pourquoi, à un certain moment, l'argent, comme idole, nous attire les plus opportunistes d'entre nous pour pouvoir casser les dynamiques de lutte. Et les plus opportunistes, portant costume, cravate, estiment se hisser au niveau
des maîtres du monde, alors que les maîtres du monde ne les considèrent que comme des vassaux. Vous voyez? Donc, on croit que quand on a un peu d'argent, on peut s'acheter des grosses voitures, s'habiller en costume cravate, et ce faisant, on s'est hissé au niveau des décideurs du monde. C'est une illusion parce que ceux qui donnent cet argent-là pour que vous puissiez vous habiller en costume cravate, vous considèrent comme des vassaux. Ils entretiennent avec vous des relations de vassalisation. On ne peut les vaincre ou on ne s'engage sur la voie de les vaincre que quand on a vaincu l'ignorance en soi. Parce que, comme le disait Simon Bolivar, il nous domine plus par l'ignorance que par la force. C'est vrai, la force demeure, mais les Cubains ont été tellement intelligents qu'ils ont résisté et vous les avez vus aller au Cuba. D'ailleurs, Raúl Castro sera bientôt en France. Donc, il a fallu que le Cuba... Donc, vous comprenez pourquoi je vous disais que nous devons d'avoir le courage, l'esprit d'abnégation et la persévérance, parce que la guerre est perpétuelle, elle prend trop de temps. Avant que Barack Obama aille au Cuba, ça a pris plus de 50 ans. Mais au Cuba, il y avait des têtes capables de se sacrifier, pour entretenir leur indépendance et leur souveraineté. Donc, si au niveau des convictions morales, intellectuelles et idéologiques, vous ne savez pas résister, on peut vous donner tout l'argent du monde, vous ne ferez rien. Le nerf de la guerre, c'est d'abord la tête et l'esprit. Parce que, comme le dit Gramsci, quand la tête et l'esprit sont conquis, le reste va suivre. Les bras et les mains, les bras, les jambes vont suivre. Exactement. Alors gagner la guerre des idées, c'est aussi avoir le pouvoir sur nous-mêmes, sur nos vies, sur notre environnement. Vous expliquez que le pouvoir, c'est 3 choses. C'est le savoir, l'avoir et une certaine éthique. Est-ce que vous pouvez élaborer en fait sur ces 3 points? Le savoir, l'avoir et une certaine éthique. Mais le savoir, l'avoir et une certaine éthique doivent pouvoir être incarnés dans des institutions. C'est en les incarnant dans des institutions que nous transformons. Le pouvoir, c'est ce qui transforme pour donner sens. Donc, si à partir de notre savoir, de notre avoir, de notre éthique, nous pouvons devenir capables de transformer notre environnement en un monde qui ait sens, si nous pouvons incarner notre savoir, notre avoir et notre éthique dans des institutions qui donnent sens à notre cité, nous tirons d'affaire. Parce que l'avoir, quand il n'est pas idolâtré, c'est le savoir et l'éthique. Peut être mis au service, c'est la rationalité. Il faut utiliser un terme, une expression philosophique inutile, je parlerai de la rationalité instrumentale. Donc nous avons besoin de la rationalité instrumentale à côté de la rationalité éthique et à côté de la rationalité critique pour pouvoir transformer notre environnement. Donc il faut combiner les 3. Si nous critiquons l'ultralibéralisme, ce n'est pas parce que il recourt à l'avoir, c'est parce qu'il idolâtre l'avoir au point de faire du profit et de la cupidité ses buts ultimes. Mais l'avoir sera toujours nécessaire à la fabrication des idées parce que
il faut financer la recherche, et il faut acheter du matériel, il faut payer les chercheurs, tout ça. On aura toujours besoin de l'avoir. Mais nous devons, en plus de l'avoir, avoir une réserve de valeurs éthiques sur laquelle nous refondons notre pays. Alors pour changer de paradigme, nous devons développer collectivement, essentiellement, des nouveaux modes de pensée, des nouveaux modes de relationnels comme vous l'avez expliqué. J'en reviens encore à Fabien Ebossi-Boulaga, il disait que puisque nous ne commençons jamais, nous recommençons et qu'on ne s'éradique pas de soi pour entrer dans l'ère de la modernité scientifique, politique, sociale. Alors à partir de cette phrase-là, quelles sont dans notre histoire, en tout cas dans nos cultures congolaises, les formes d'action collective et les bases idéologiques qui peuvent nous aider à changer de paradigme? Parce qu'en fait, on a expliqué qu'on a un héritage de Lumumba, mais cet héritage n'a pas été suivi d'effet, alors qu'il y a un testament qui est donné. On vous a expliqué en fait le testament. Et donc, est-ce que ça suffit ça suffit dans notre histoire pour nous permettre de changer de paradigme, pour nous dire que ça a été fait avant, ça peut être fait encore une fois, ou est-ce que on doit partir de zéro? Non, on ne peut pas partir de zéro. Changer de paradigme nous demande d'être en dialogue permanent avec nos ancêtres, vivants ou morts. C'est à partir de ce dialogue que nous pouvons inventer d'autres paradigmes ou reconduire des paradigmes qui ne sont pas encore tombés en désuétude. Je vous ai parlé d'une certaine approche du pouvoir chez les Baluba. Chez nous, les Baluba, on dit Bukalene mbwimpe wabujene bantu kubujanka yebe kubunyanga. Le pouvoir est bon si tu le manges avec les gens. Si tu le manges seul, tu le gâches. Vous voyez, là, on a une approche du pouvoir qui est démocratique. Parce que Koudiaboukalenge ne Bantu signifie faciliter l'irruption des masses dans l'arène politique. Mukalenge, batu ba muvinga Bantu, batu ba muvinga Sona. Mukalenge, c'est celui qui peut être ficelé des gens et non de paille. Donc, on ne peut être Mukalenge que si on est entouré des masses, des gens, et pas de paille. Quand vous lisez À quand l'Afrique de Joseph Kizerbo, il vous montre par exemple que même en Afrique traditionnelle, le chef régnier avait à côté le contre-pouvoir. Le griot pouvait jouer le rôle de contre-pouvoir. La reine-mère pouvait jouer le rôle de contre-pouvoir. Parce que le contre-pouvoir permet au roi de ne pas abuser de son pouvoir, de rester dans les limites permises par l'exercice du pouvoir, mais aussi d'être attentif à sa responsabilité de reddition des comptes. Donc, il y a toute une richesse dans les traditions africaines qui peut nous aider aujourd'hui de pouvoir rebondir. Vous savez, et cela même dans la vie sociale. Il y a un adage dans ma vie, Bantu mbimpe, talomba matam. Il y a un a priori sur la bonté de l'autre. Les gens sont bons parce que nous pouvons aller demander du pondou chez eux, demander les fêtes de manioc chez eux. Vous savez, dans nos villages, quand une maman a mis la casserole de la pâte que nous mangeons sur le feu et qu'il lui manque un peu de farine, il envoie l'un de ses enfants chercher la farine chez la voisine. La voisine donne, il prépare le foufou. Quand il a préparé le foufou et que les légumes ne sont pas là, il envoie l'enfant chez la voisine. Vous voyez, nous avons une tradition de gratuité
mais qui n'a pas été promue, qui n'a pas été étudiée. Une tradition comme ça. Alors, et on la met dans cet adage, Bantum Bimp. Donc, on sent que les Bantum Bimp, ils vivent de la gratuité. Mais cette gratuité, on peut la traduire dans un autre adage en disant Kupa ankuteka na shemu paka pombe. Donner, c'est thésauriser. Vous voyez, c'est tout un ensemble de savoir, tout un ensemble de savoir culturel qui dit comment une société peut s'organiser parce que même si quand tu donnes, tu thésaurises, même si tu as donné à un nain, et un autre adage qui s'ajoute, donc, quand tu as donné, tu fais comme si tu as pendu quelque chose à un arbre. Un jour, tu iras pour reprendre. Donc, donner, c'est thésauriser. Mais c'est toute une richesse que l'école a oubliée. Nos enfants apprennent beaucoup plus à parler en français qu'à maîtriser l'éthique africaine. Cette éthique qui a permis à nos villages fragiles de pouvoir faire face à la détresse, à certaines invasions. Parce que on savait que moi, ton voisin, c'est le frère de ta mère. Vous voyez, il y en a toute une éthique à pouvoir récupérer, tout en la critiquant, mais récupérer pour voir si cette éthique ne peut pas rentrer dans la matrice réorganisatrice de nos sociétés. Au lieu de copier la matrice organisationnelle des autres, fondée sur la concurrence, la compétitivité et la guerre de tous contre tous, nous pouvons la refonder sur la solidarité villageoise, la solidarité et la fraternité, la coopération. On peut refonder nos sociétés sur l'éthique solidaire. Parce qu'il y a des éléments de nos cultures qui s'y prêtent pourvu que ces éléments puissent être critiqués et soumis au débat, à l'échange, à la délibération. Mais il y a déjà des coins qui en vivent et qui pourraient en faire les éléments constitutifs de leur collectif en conscience. Parce qu'ils vivent ça spontanément. On peut redigérer cela de façon à en faire des éléments importants, mais de manière consciente. Le podcast Congo Lobby Lelo est réalisé en collaboration avec le Centre de recherche sur le Congo-Kinshasa CEREC et la plateforme d'information ingeta.com. Retrouvez toutes nos publications sur congolobbylelo.com. À bientôt.